Les gars, il est 21h11. Donc, on va commencer à 15. En attendant, on peut déjà discuter entre nous. Je sais pas, est-ce que les Ça marche. participants... Il n'y a pas de souci. Ok. Je disais, les participants qui sont déjà en ligne, là, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que, en fait, en termes de trading, vous êtes carrément débutant, vous avez des notions, vous êtes avancé? Si chacun pouvait nous dire un mot, quoi. Les gars, je vous écoute, hein, ne jouez pas les timides. Ah, personne ne veut parler. Bon, moi, je vais parler. Trading, j'entends beaucoup parler de trading. Je ne sais pas vraiment, je ne pourrais pas expliquer c'est quoi le trading, tu vois, mais je sais qu'il y a le Forex, qui est l'échange des devises, si je ne me trompe pas. Il y a tout ce qui est crypto-monnaie. Il paraît qu'il y a d'autres méthodes sur l'or, je ne sais pas. Okay. Donc, j'ai une petite idée de ce que c'est. On ne peut même pas dire que je suis débutant même, en fait. Ok. C'est une vague idée de ce que c'est. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui est sûr, d'ici la fin de cette session-là, tu sauras ce que c'est que le trading de manière simple. Ok, les autres, si quelqu'un veut parler, il n'a qu'à activer son micro et prendre l'écoute. Yes. Personne? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est Ghislain en fait. Donc, moi, par rapport à ce que je connais du trading, c'est un peu superficiel comme ce que mon collègue précédent a dit. Okay. Mais maintenant, il se trouve qu'il y a des applis sur lesquels on peut trader facilement et il y a d'autres applis aussi où, par exemple, je prends le coin de Trust Wallet, le cas de Trust Wallet, par exemple. C'est un truc qu'on m'a montré. Du coup, j'ai utilisé. C'est une application où on peut acheter de la crypto-monnaie. Donc, je l'ai acheté et maintenant, je n'arrive pas à échanger mes crypto-monnaies en fait, en liquide. Ok. Voilà, donc, du coup, en fait, moi, mon attente de cette présentation, c'est ça que tu essaies de nous montrer dans quelle mesure on peut faire ce genre de transactions-là. Ok. Bon, peut-être que ça, c'est un peu plus avancé. On ne va pas l'aborder aujourd'hui. Maintenant, par rapport à ta préoccupation, tu peux me voir après en off. Je vais essayer de t'expliquer parce que là, c'est un autre domaine. Là, on parle des crypto-monnaies. Et Trust Wallet, c'est un exchange. Ce n'est pas une application de trading en tant que tel. On pourra en discuter après. Ok, ça marche. Ok. Les autres, c'est bon? Ok. Donc, il est 21h15, on va commencer. Donc, déjà, je vais me présenter. Moi, c'est Lionel Kaboré. Ok, la présentation d'aujourd'hui, je vais la faire en collaboration avec Steven. Donc, je vais commencer le temps qu'il se connecte après, il va continuer sur l'autre partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, vous voyez, le trading, c'est un domaine assez vaste en fait. Donc, on ne peut pas parler du trading en quelques termes en fait, dans une seule formation. Donc, on a fait en fait un programme. C'est tout un programme qu'on a établi et ça va se subdiviser en fait en plusieurs formations. Donc, déjà ce soir, ce qu'on va faire, c'est parler du trading en fait, en grosso modo, c'est que c'est le trading. Pour présenter le programme, on va suivre en fait. Et au fil du temps maintenant, on va faire des trucs, des sessions pour parler de chaque détail en fait, de chaque partie en fait en détail. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ok, c'est un échange, c'est participatif. Donc, il faut que je sois sûr à chaque moment que vous suivez en fait la tendance. Okay. D'accord, ça marche. Donc, c'est bon pour l'écran, tout le monde voit? Yes. Ouais. Ok, pas de souci. Donc, là, déjà, en fait, ce qu'on va se dire, en fait, c'est que le sommet suivant a été mis en place, en fait, pour accompagner dans l'apprentissage du trading. Donc, c'est comme ce que j'ai dit. Que donc, qu'on soit avancé, niveau intermédiaire, etc., je pense que tout le monde va trouver son compte, en fait. Voilà. Donc, comme le trading est une activité, en fait, qui requiert des connaissances solides.
ainsi qu'une expérience conséquente. Voilà, donc le trading, en fait, c'est que moi j'aime dire en fait à mes étudiants, c'est quoi? Ça veut dire, lorsque vous partez à l'école, vous faites par exemple CP1, etc., vous apprenez les bases. Ensuite, on vous envoie à l'école secondaire où on va vous apprendre en fait des trucs un peu plus poussés. Et vous allez arriver à l'université où vous allez utiliser ces choses-là. Mais même malgré tout ça, lorsque vous allez arriver dans le monde du travail, en fait, vous allez voir qu'il y a des trucs encore que vous continuez à apprendre. Donc, le trading, c'est exactement pareil. Il y a des gens qui font des écoles de trading jusqu'au rang de master, de doctorat, avant de commencer à trader. Donc, il faut qu'on sache que non, dès à présent, que le trading, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose on dit, ouais, après une formation, je suis un bon trader, etc., etc. Non. Mais c'est avec le temps, en fait, avec l'expérience, en fait, que les bases vont devenir encore plus solides et on va être amené à faire des choses vraiment merveilleuses. Comme je le dis, le trading, c'est un métier vraiment merveilleux. Parce que tu dors, tu te réveilles à l'heure que tu veux, tu te ramasses tes dollars et puis c'est bon, quoi. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, comme on le dit, quelles que soient les connaissances qui vous seront transmises, un travail personnel est nécessaire afin d'assimiler correctement les différentes notions. Donc, c'est vraiment un travail de fond, en fait, un travail personnel. Voilà. OK. Donc, là, en fait, c'est les différentes parties en fait, qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, on a le plan. Donc, d'abord, comme je l'ai dit, on aura une définition. Donc, déjà, il faut qu'on sache c'est quoi le trading pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui le savent aussi, on va le voir ensemble. Ensuite, le plan sera signé ensuite et de la partie. De cette manière, plutôt. Là, on aura d'abord les bases du trading. Donc, ce qui est essentiel de savoir en trading. Excusez-vous, pouvez-vous couper vos micros parce que vous n'êtes pas actif? OK. Ensuite, on verra en fait les notions essentielles parce qu'il y a tellement de notions en trading à connaître en fait qu'il faut en fait savoir quelles sont les notions essentielles, à quoi ça va nous servir, etc. Comme on le dit, dans chaque chose, en fait, il y a un jargon. Donc, ensuite, on va voir la partie analyse, une partie qui est très importante. Donc, on verra l'analyse fondamentale qui, on dira, c'est pas la plus importante pour nous, mais c'est quand même intéressant de savoir ce que c'est que l'analyse fondamentale et comment utiliser l'analyse fondamentale à bon escient. Maintenant, la partie qui va nous intéresser le plus, ça sera l'analyse technique. Mais comme on le dit, c'est bien de savoir trader, c'est bien de savoir décortiquer un graphique, mais il faut savoir aussi, comment on appelle ça, faire ce qu'on appelle le money management, c'est-à-dire gérer son capital. Parce que ce que les gens ne savent pas, le premier travail d'un trader, ce n'est pas de faire des bénéfices, mais c'est de conserver son capital. Lorsque vous levez le matin avec un compte de $1000 et qu'à la fin de la journée, vous êtes toujours avec votre compte de $1000 alors que vous avez pris des positions, c'est déjà bien. Mais lorsque vous vous levez avec $1000, vous faites une perte, là, vous voyez, il y a déjà un souci en fait qui est là. Donc, le premier travail d'un trader sera toujours de conserver son capital. Et maintenant, les gains, ça sera un surplus. Ensuite, maintenant, on va parler de la psychologie du trader qui est une partie très essentielle pour le trader. C'est bon pour le plan? C'est bon pour tout le monde? Oui. Moi, en tout cas. Ouais. Okay. Donc, comme je le disais, en fait, le trading, c'est quoi? Lorsqu'on dit trade, tout simplement, voilà, c'est un mot anglais, donc qui veut dire simplement commerce. Mais là, c'est que nous sommes dans un commerce très particulier. Pourquoi très particulier? Je vais vous prendre un exemple simple. Pourquoi on dit que le trading, c'est du commerce? Parce que lorsqu'on dit trading, souvent les gens, ils ont tendance à mélanger un peu les choses. Par exemple, quand j'ai posé la question à Axel, il m'a parlé immédiatement de Forex. Souvent, les gens pensent que le trading, c'est du Forex. Alors que le Forex, ce n'est qu'un actif en fait en trading. C'est-à-dire c'est une partie, c'est un actif sur lequel on peut trader, mais il y a plusieurs types d'actifs en fait en matière de trading. Donc, le trading, c'est simple, comme je l'ai dit. Imaginons que moi, je donne $100 à Axel aujourd'hui. Et Axel, en fait, veut échanger ces dollars pour prendre des francs CFA pour bouffer à Ouaga. Il veut payer son poulet bicyclette. Maintenant, Axel arrive en fait au bureau d'échange. On lui dit que $1, ça fait 500 francs. S'il échange les $100, il a 50 000, simplement. Mais maintenant, imaginons que Axel a un ami trader qui lui dit, non, moi j'ai fait une analyse hier de la paire dollar. Je sais que non, par rapport au franc CFA, le franc CFA va prendre de la valeur. Donc, patiente un peu. Si tu n'as pas besoin immédiatement de ton argent, patiente. Et Axel, il patiente jusqu'au lendemain. S'il patiente jusqu'au lendemain, il part maintenant, il veut échanger. On lui dit que $1, ça fait 550 francs. Donc, ces $100 lui feront 55 000. Donc, juste le temps d'une journée, en fait, Axel aura gagné 5 000 francs de plus. Donc, le trading, c'est tout simplement ça, en fait. C'est anticiper un marché, en fait, qui va aller dans une évolution donnée, c'est-à-dire à la hausse ou bien à la baisse, et pouvoir prendre des bénéfices. Mais ce qui est encore plus intéressant dans le trading, c'est ce qu'on va appeler l'effet de levier. Mais on va voir ça après. C'est ça qui va nous permettre vraiment de gagner de manière conséquente. Donc, c'est très intéressant, en fait, le trading.
Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est bon, on se suit? C'est bon, les amis, vous suivez? Yes. Oui, oui. Fur et à mesure. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Maintenant, et pourquoi en fait le trading s'est développé beaucoup au cours de ces dernières années? Il faut savoir qu'avant, lorsqu'on voulait faire du trading, on allait dans des places de marché et on faisait signer des carnets d'ordre. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut acheter 10 parts d'une action en fait d'une entreprise, par exemple, il allait sur place, il signait son carnet d'ordre et son courtier en fait allait introduire l'achat ou la vente en fait au niveau de la bourse. Donc, c'est de cette manière que ça se produisait. Maintenant, avec l'Internet et puis les nouvelles technologies, on a vu en fait que ces dernières années, le trading est devenu encore plus accessible en fait à un grand nombre de personnes. Donc maintenant, de nos jours, avec ton ordinateur, tu es calé chez toi, juste dans ta chambre, tu as un compte de trading qui est directement lié à la bourse à travers ce qu'on appelle le broker. Tu pourras en fait simplement en fait faire tes achats et tes transactions en fait de manière claire, lucide, voilà. Et c'est instantané en fait, voilà. Et maintenant, le broker, ce n'est plus une personne physique en tant que telle, mais voilà, c'est une entreprise en fait qui est hébergé sur Internet avec plusieurs serveurs qui va te permettre de rentrer en contact avec le truc. Mais c'est ça qui a beaucoup en fait fait avancer le trading pendant ces dernières années. Sinon, si on prend par exemple 10 ans, 20 ans en arrière, au Burkina Faso, on ne parlait pas beaucoup de trading. Mais si vous voyez par exemple au cours de l'année 2018, 2019, 2020, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à rentrer dans le trading en fait. Et voilà, c'est petit à petit comme ça que le trading est devenu récent ici. Mais dans les autres pays, c'est devenu encore plus avant. Si on prend des pays anglophones comme le Ghana, l'Afrique du Sud, ils sont encore plus avancés que ça. Voilà. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi en trading, et c'est en même temps ça qui va donner beaucoup de risques dans cette partie, c'est l'introduction en fait des calculs mathématiques en fait dans le trading. Parce qu'avant le trading, il était plus simple qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de robots en fait. Aujourd'hui, de nos jours, en fait, les grandes banques, ils ont presque vidé la plupart de leurs traders. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des analystes, en fait, des mathématiciens, qui vont synthétiser en fait un ensemble de calculs mathématiques pour pouvoir décortiquer le marché, prendre des positions de manière automatique. Donc, c'est ça qui a envoyé beaucoup l'introduction des robots au niveau du marché. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? Plus le robot, il travaille de manière logique, en fait. Il n'est pas comme l'humain, en fait, qui va prendre en compte l'émotion, etc., etc. Raison pour laquelle on parle beaucoup de manipulation sur le marché, parce que ce n'est plus la même optique, en fait, que dans le passé. C'est bon? C'est bon, les amis? Yes. Oui, oui. Ok, vous avez des questions par rapport à cette partie? Non, jusque-là, je me dis que ça va. Ok, pas de souci. Ok. Donc, comme je le disais, en fait, aujourd'hui, c'est juste une présentation en fait, du programme sur lequel on va travailler. Donc, déjà, comme je le disais, il y a les bases du trading. Ça, c'est un prérequis nécessaire, en fait, pour pouvoir, en fait, entamer le marché boursier. Donc, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous connaissent, surtout ceux qui sont dans le groupe. Voilà. Donc, déjà, en fait, la notion de marché boursier et comment accéder à ce marché, c'est une notion très importante parce qu'il faut savoir ce que c'est que la bourse. Lorsqu'on parle de la bourse, on parle d'un marché de plus de 6 000 milliards de dollars par jour, en fait. Il faut savoir comment ça fonctionne, etc. Quels sont les intervenants de ce marché, qui fait bouger ce marché. Parce que ce n'est pas nous, les petits traders, avec nos comptes de 1 000 $, 10 000 $, on va faire bouger un marché de 4 000 milliards de dollars. Donc, il faut vraiment savoir quelle est ma place sur le marché et comment je dois intervenir dans ce marché pour pouvoir avoir de bonnes positions. Donc déjà, il y a tout un vocabulaire en fait au niveau du trading. Lorsqu'on parle d'une position longue, d'une position courte, lorsqu'on parle d'un sell, d'un buy stop, etc., etc., il y a tous ces termes en fait à connaître. Voilà. Et voilà, il y a tellement de termes, on ne peut pas tous les connaître, mais au moins, il y a la base à connaître. Maintenant, les différents actifs à trader sur un marché boursier, c'est très intéressant. Parce qu'en trading, ce que les débutants font souvent comme erreur, c'est vouloir en fait trader tous les marchés. Tu vas avoir un débutant, il trade les paires de devises, il trade les actions, il trade, etc., etc. Parce qu'il y a tellement d'actifs en fait. Donc, il faut savoir en fait se spécialiser. Aller vers, comment on appelle ça, des actifs, mais pas beaucoup d'actifs à la fois. Et on peut se choisir 2, 3, 4, 5 actifs en fait, pas plus que ça. Et on les suit sur le long terme. Et c'est ça qui va nous permettre en fait de pouvoir rester focus en fait sur ces actifs-là pour pouvoir continuer à avancer de manière simple. Donc, comment choisir son broker, ça c'est un truc assez basique aussi, mais très intéressant. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment choisir leur broker. Parce que c'est tout un processus en fait. Choisir son broker, c'est très important.
parce que c'est ton broker qui va garder ton argent, c'est là-bas que ton argent sera stocké, c'est là-bas que tu vas faire tes retraits, etc., le temps de transaction, etc., etc. Tout ça, c'est très important. Donc, ça va faire partie de la base, en fait. Donc, ça sera, en fait, la première grande partie que nous allons aborder dans les futurs, dans les autres trucs, en fait, dans les autres présentations. OK. Là, on est à la seconde partie. Mais avant de continuer, est-ce que par rapport à la première partie, vous avez des questions? Je peux continuer? Oui, on peut. OK. Donc, là, on va parler des notions essentielles. Les notions essentielles, c'est quoi? C'est déjà savoir qu'en trading, en fait, il y a plusieurs manières de faire du trading. Donc, il y a des styles de trade. Et en fonction du style de trade, en fait, il sera approprié en fait par rapport à, comment dire, à notre profil, c'est-à-dire notre manière d'être. Par exemple, pour une personne impulsive, il y a des manières de trader. Une personne qui n'a pas beaucoup de temps, il y a des manières de trader, etc., etc. En fait, il faut que vous adaptez en fait votre style de trading en fait à votre personnalité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc la recherche de son style de trading est très important. Et quels que soient les trois styles en fait qu'on va étudier, que ce soit le scalping, le day trade, le swing trade, en fonction de ma personnalité, il faut que je l'adapte en fait pour pouvoir avoir de très bonnes positions sur le marché et être toujours gagnant sur le long terme. Voilà, c'est ce qui est surtout intéressant sur le marché, être gagnant sur le long terme. On ne peut pas gagner aujourd'hui, perdre demain, etc., etc. Mais on veut être gagnant sur le long terme. Maintenant, second plan, en fait, il va s'agir de se familiariser avec le graphique boursier et de repérer les types de tendances. Parce que c'est un peu comme dans la vie, en fait. Voilà. Donc, soit à un moment, voilà. Quand on est bon, on monte. À un moment, on peut tomber, c'est tout. Ou bien à un moment, on peut stagner, on n'avance pas. Donc, le marché, il est exactement pareil. Le marché, il a des tendances haussières, il a des tendances baissières, il a des ranges, etc. Voilà. Donc, un marché qui est optimiste, comme on aime le dire, c'est un marché qui est en tendance haussière. Si on va prendre le cas de l'or actuellement, on a l'or qui est en train d'exploser des plafonds parce qu'on est en temps de crise. Et en temps de crise, qu'est-ce que les grandes banques font? Ils payent de l'or. C'est ça qui constitue la réserve fédérale, en fait, des grandes puissances. Donc, l'or est en train d'exploser. On est en tendance baissière. Il y a des entreprises qui n'ont pas pu, en fait, comment appeler ça, prendre le pas, en fait, sur le corona. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui ont chuté, qui ont perdu beaucoup de valeur. Et il y a des actions, en fait, qui n'arrivent pas à se déployer. Ils restent toujours au même niveau, en fait. Ils sont en train de stagner. Donc, c'est ça le range, en fait. Voilà. Donc, à partir de là, en fait, les notions essentielles, il faudra, en fait, les étudier, les comprendre. Et ça va nous permettre en fait d'adopter notre style en fait pour pouvoir mieux trader le marché. Ok. Comme je le disais en fait, il y a la partie analyse. Analyse en trading, c'est une partie en fait très intéressante parce que c'est lorsqu'on va atteindre en fait cette partie lors de nos différentes formations que ça va commencer vraiment à devenir très très intéressant. Pourquoi ça? Parce qu'en trading déjà, ce qu'on veut faire, on veut savoir si on va acheter ou bien si on va vendre le marché. C'est ça qui nous intéresse. Mais maintenant, pour pouvoir le faire, il faut qu'on sache faire de l'analyse. Voilà. Et il y a deux types d'analyse, comme je le disais. Le premier type, en fait, c'est l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser, mais c'est quelque chose de très important. Parce que l'analyse fondamentale va se baser sur quoi? Ça va se baser sur les aspects macroéconomiques de tout un pays. Je prends l'exemple, par exemple, du Japon. Lorsqu'on prend le Japon, c'est un pays, en fait, qui produit beaucoup. Donc, tout ce qu'ils ont, en fait, comme moyen, en fait, ça va beaucoup provenir, en fait, de l'exportation, de ce que les pays paient avec eux. C'est ça qui va faire la politique monétaire, en fait, du Japon. Donc, ils sont beaucoup basés sur ça. Donc, par exemple, lorsque vous suivez les annonces économiques, lorsque vous voyez que non, il y a des pays, en fait, qui sont dans le besoin et ils importent beaucoup du Japon, ça fait beaucoup plus d'argent pour le Japon. Donc, le yen japonais, en fait, aura tendance à prendre beaucoup de valeur, de même que les entreprises qui sont dans le secteur tertiaire au Japon. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. La politique économique, c'est très intéressant. Lorsque le corona a commencé, vous allez voir, par exemple, les pays qui sont corrélés par rapport à l'Europe, en fait, ont pris de la valeur. Pourquoi? Parce que l'Europe, en fait, ils ont, comment on appelle ça, une population assez vieille. Voilà. Donc, le corona les a touchés encore plus, de manière plus forte, en fait, que les autres pays, en fait. Donc, ils avaient beaucoup plus de mal, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça va faire partie, en fait, de l'économie. Donc, il va falloir suivre d'abord ce qu'on appelle le calendrier économique, qui est très, très important. Calendrier économique, pourquoi? Parce que le truc est fait de sorte, en fait, le trading est fait de sorte, en fait, que chaque semaine, on a ce qu'on appelle un calendrier économique et on a toutes les informations, en fait, qui seront données par rapport aux informations importantes pour un pays donné.
Voilà. Et on a l'heure de l'information et on a tout ce qui va aller avec l'information. Donc, il faut savoir décortiquer ce calendrier-là. Déjà, savoir où on va trouver ce calendrier, ça c'est important. Parce que vous pouvez avoir plusieurs calendriers économiques différents en fonction des trucs, en fonction des pays. En fonction des pays, en fait. Et ensuite, maintenant, comme on a dit, et en fonction des bloqueurs, je vais dire. Et maintenant, après, il faut savoir maintenant décortiquer les informations en fait, que chaque calendrier économique va donner. Voilà. Je ne sais pas, Steven est en ligne. Ouais. OK. Donc là, je vais arrêter mon partage d'écran. Steven va prendre la relève pour continuer en fait. Steven, c'est bon? Ouais, c'est bon. Okay. Du coup, j'attends juste que tu désactives le tien. OK, c'est bon pour mon écran. OK. Du coup, attends. En fait, Axel, il faut que Axel Manu en fait participe. Ouais, c'est bon là. Je t'ai nommé co-animateur. Vas-y. OK. Voilà. Super. Du coup, c'est bon, vous voyez mon écran là? OK. En fait, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas en fait à le mettre en présentation. C'est bon. Alors, du coup, comme Serge le disait, en fait, il y a deux types d'analyse en fait dans le trading. L'analyse fondamentale qu'il vient juste de vous expliquer et il y a ce qu'on appelle aussi une analyse technique. Il faut savoir que l'analyse technique, en fait, c'est le type d'analyse qui est, on va dire, le plus facile à maîtriser. Parce que ça ne relève pas, en fait, des événements économiques où tu n'as pas besoin toujours, en fait, de te tenir au courant, en fait, de ce qui se passe, de l'actualité. Ici, c'est vraiment technique. Donc, ici, d'abord, il y a les prérequis. Comme prérequis, c'est par rapport à tout ce qui est unité graphique, savoir déjà sur quel type excusez-moi, j'admets les gens dans la salle, c'est pour ça. Savoir sur quel type en fait d'unité graphique en fait observer les graphiques. Quand on parle d'unité graphique en fait, c'est par exemple souvent quand vous voyez un écran trading, il y a les minutes en fait. Vous pouvez voir écrit M1, M15, M30. En fait, quand c'est M, ça veut dire minutes. Donc du coup M15, ça affiche en fait le graphique sur une représentation de 15 minutes. Et il y a de H1 aussi, H2, H3, ça c'est les heures. Il y a le D. Vous pouvez voir souvent c'est écrit 1 D, ça veut dire un jour. 2D, ça veut dire 3 jours. Et quand ça passe au signe W, c'est pour dire c'est la semaine en fait. C'est week. Donc quand vous voyez 1 week, 1 week, ça veut dire en fait, c'est le graphique en fait. Ça va, chaque bougie va représenter une semaine. Donc déjà, il y a ça déjà qu'il faut savoir. Et puis, par rapport, excusez-moi. Et puis, par rapport à ce qu'on avait vu, déjà, déterminer déjà le type de tendance dans lequel on est, tout ça, ça va faire partie en fait de l'analyse technique et tout. Donc, vous pouvez voir pour nous aider en fait comment on appelle ça, à pouvoir déterminer les types de tendances et tout. Déjà, il y a ce qu'on appelle les droites de tendance que on pourra représenter sur le graphique en fait. C'est faire une droite en fait qui suit la tendance en fait sur laquelle on est. Si on est dans une tendance haussière, ça va être une droite qui va sur la tendance haussière. Si c'est une tendance baissière, ça sera une droite qui va sur la tendance baissière. Si c'est une zone de range aussi, bah, la plupart du temps, c'est deux droites horizontales en fait. Mais bon, tout ça, on reviendra sur ça plus tard. Qu'est-ce qu'on appelle aussi les supports résistance? Alors, qu'est-ce que c'est? Un support, en fait, c'est un niveau de prix, c'est un niveau en fait de prix sur lequel. Steven, excuse. Ouais. Tu peux avancer le truc là, le PowerPoint là. Là, on est tout juste sur la partie l'analyse en trading. Ah, il y a un truc de bizarre en fait. Moi, j'ai pas ça. Vous avez quoi là? Non, moi, j'ai l'analyse. Non, avance encore. Ah bon? Et nous, on est à l'analyse en trading. Ah, ok. Ah, désolé. J'étais pas. Ah, ok. Du coup, c'est bon là? Toujours pas. En fait, je ne sais pas ce qui se passe. Quand je me mets en présentation, on m'amène sur une autre page en fait. Est-ce que c'est bon? Non. Non. Peut-être ce que tu peux faire, avance d'une page. Non, là, on est. C'est bon? Ça encore. Ok. Non. Bon, j'étais juste à l'analyse et tu as fait l'analyse fondamentale. J'étais à l'analyse technique.
Là, c'est bon. Ok. En fait, Merci. j'arrive pas à le mettre en truc. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Ça me met sur une autre page, en fait. Donc, du coup, en fait, comme je disais, en fait, un support, en fait, c'est un niveau sur lequel, en fait, le prix bute, en fait. Quand je dis but, c'est pour dire le prix n'arrive pas à casser, en fait. Le prix arrive à ce niveau-là et ça redescend automatiquement. Et ça remonte encore et ça redescend. Chaque fois que ça arrive à ce niveau, en fait, il y a une réaction, en fait, de rejet. Du coup, le prix descend, en fait. Donc, il faut savoir que les supports, on parle la plupart du support, pardon, la plupart du temps de support, quand on est dans une tendance, on va dire haussière, parce que ça arrive au niveau du support du prix et automatiquement c'est rejeté. Et ce qu'on appelle en fait une résistance, c'est un niveau de prix sur lequel en fait le prix, un niveau de prix qui résiste en fait. C'est-à-dire quoi? Si on est dans une tendance baissière, ça arrive, ça descend, et à un certain moment, ça remonte. Il y a un rejet qui est fait, du coup, ça remonte. Encore, ça redescend. Dès que ça atteint encore le même niveau, ça remonte. C'est ce qu'on appelle en fait une résistance parce que ça résiste au marché. Et le support, en fait, il empêche en fait le marché d'avancer. Donc, c'est ça en fait les supports résistance. Mais de toute façon, on verra ça en détail ultérieurement lorsque le moment sera euh, opportun. Ensuite, il y a les indicateurs techniques. Il faut savoir que dans l'analyse technique, c'est très, très utilisé en fait. Les indicateurs techniques, c'est tout ce que je pense, je suppose bien que vous avez déjà entendu parler de, on va dire quoi, de RSI, de MACD peut-être, de MA, Moving Average. Tout ça, en fait, c'est des termes techniques, en fait, c'est des termes anglais qui désignent en fait des indicateurs techniques qui sont utilisés en fait pour décrypter le marché sur une approche technique sans prendre en compte en fait les nouvelles. Donc, comme indicateur, je peux vous citer par exemple, comme je disais tout à l'heure, le RSI, qui veut dire Relative Strength Index. Il y a les MA, Moving Average, ça c'est la tendance du marché que ça détermine. Il y a le MACD, il y a le stochastique. Il y a en fait, il y a tellement de. Si je dois faire, en fait, vous détailler, ça ne va pas finir. Mais bon, c'était pour vous donner une idée, en fait, des indicateurs techniques. Il y a ce qu'on appelle aussi des figures chartistes. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est, si vous voulez, en fait, c'est un type de figure, en fait, de représentation en fait qui se produit sur le graphique et en fait qui a un scénario bien précis. Dans les figures chartistes, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs types de figures. Il y a une figure qui est communément appelée le double top. Je ne vous dirai pas exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est juste pour vous dire en fait, c'est lorsque en fait le graphique dessine un certain schéma en fait. Du coup, étant donné que la personne connaît les figures chartistes, il sait en fait qu'est-ce qui va se passer suite à ce schéma-là. Donc, c'est une question de probabilité. Ça passe pas toujours, mais la plupart du temps, ça passe. Donc, c'est en fait ça, les figures chartistes. C'est un ensemble de figures, en fait, qui, qui donne, en fait, qui permettent de prédire, en fait, le sens, on va dire, du marché, à condition que certaines conditions soient bien, évidemment, remplies. Donc, en figure chartiste, c'est un point très important, en fait, parce que sur les marchés financiers, la plupart du temps, on va dire la plupart du temps, je vais dire, euh, c'est commun en fait. Chaque fois, il y a des figures artistes qui apparaissent sur les graphiques et qui permettent en fait aux différents intervenants de pouvoir se positionner, de surveiller de nouveaux clés et de prendre, pardon, de trader. Et il y a ce qu'on appelle aussi le price action. Alors, qu'est-ce que le price action? Le price action, en fait, c'est tout simplement en fait le fait de suivre en fait le prix. C'est-à-dire quoi? Ici, en fait, on suit le marché en fait. Donc, quand ça monte, on achète. Quand ça descend, on va. Mais en fait, si vous voulez, c'est plusieurs manières en fait, de faire du price action. Il y en a qui peuvent faire du price action en se disant, bon, on a repéré peut-être un support, une résistance. Donc, si on a repéré un support, quand le prix va arriver au niveau du support, ils vont attendre peut-être une confirmation de cassure ou de rejet et rentrer en sell ou en buy. Mais en fait, vraiment, le price action, c'est le fait de trader en suivant en fait, le cours en fait, des prix. Parce qu'on dit souvent que, comment on appelle ça, en suivant en fait les prix, en fait, c'est le meilleur moyen de, certains disent de faire le moyen de perte possible. Parce que quand on suit le mouvement du prix, en fait, on suit les grandes institutions, c'est-à-dire les banques, les fonds d'investissement et tout, parce que c'est eux, en fait, les grands acteurs qui arrivent vraiment à faire bouger le marché. Donc, le fait de partir, en fait, dans le même sens qu'eux, en fait, ça nous donne, en fait, une certaine sécurité, une stabilité derrière, parce qu'eux, ils ne veulent pas perdre de l'argent. Donc, ils ont tout intérêt, en fait, s'ils commencent une certaine tendance, de la faire aller jusqu'au bout et après de revenir en fait pour qu'il y ait des corrections de part et d'autre. Il y a ce qu'on appelle aussi alors les blocs de contrat. Alors les blocs de contrat en fait c'est la même manière, bon c'est pas la même manière mais je veux dire c'est pas du price action mais en fait c'est le fait en fait de suivre en fait sur les graphiques. Il y a des niveaux clés en fait où les banques, comment on appelle les hedge funds et tout, ils rentrent en jeu en fait.
Et quand eux, ils investissent sur le marché, en fait, ça se voit sur le graphique. Parce qu'ils rentrent en force, en fait. Donc, les blocs de contrat, en fait, c'est de pouvoir, en fait, repérer, en fait, les différentes entrées, en fait, de ces différentes institutions pour pouvoir suivre en même temps leur position, en fait. Donc, quand ces différentes institutions-là, en fait, abordent un marché, comme je vous disais, elles rentrent en force. Du coup, en fait, ça crée certains pics, en fait, sur les graphiques qui nous permettent, en fait, de savoir que là, en fait, il y a eu une prise de position des grands, en fait, de ceux qui dirigent le marché. Donc là, peut-être, il faudrait suivre. Ça, en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est un bloc de contrat parce que ça, comment on appelle ça? Ça bouge en bloc, si vous voulez. De toute façon, si jamais il y a des petits points que j'ai évoqués qui vous semblent encore flous, vous pouvez pas, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est bon pour cette partie analyse technique? De toute façon, tout ce qui est détaillé ici, en fait, c'est, on va dire, je vais dire un certain panel de l'analyse technique. Il y a tellement d'autres trucs à voir, mais comme vous le savez, de toute façon, on ne pourra pas tout, on pourra pas vous guider sur tout, en fait. C'est comme Serge dit, il y aura un travail aussi personnel qui sera effectué derrière. Vous pourrez vous aussi, personnellement, après, quand vous serez un peu aguerri, chercher d'autres indicateurs, savoir comment ils fonctionnent, les prendre à main, mettre en place des stratégies d'analyse technique. Excusez-moi, j'ai pu entendre quelqu'un parler. C'est une question ou pas? Allô? Non, j'ai coupé son micro. Je pense qu'il ne parlait pas ici. OK. Donc, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la partie suivante. Donc, en cinquième partie, ce sera le money management. En fait, bon, on pense vraiment que c'est la partie, bon, la vie est partagée. Il y en a qui vous diront que c'est la psychologie du trader, mais moi, personnellement, je pense que le money management, c'est le point vraiment fondamental parce que un trader qui n'arrive pas, en fait, à gérer son capital, je peux vous le dire dès maintenant, il ne sera pas rentable sur le long terme. Je m'explique. On prend un exemple d'une personne qui ne gère pas son capital, en fait. Quand je dis ne sait pas gérer son capital, c'est-à-dire qu'il prend des positions, en fait, sans calculer les risques, sans savoir si je perds, j'atteins mon stop loss. Est-ce que je perds 10% de mon capital, 20%, 30%? En fait, il y a des gens, en fait, ils ne savent pas du tout quelle prendre une position. Et ça, c'est très dangereux. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Aujourd'hui, tu peux faire des gains, on va dire de 200, 300, 500 euros en prenant des lots de 0,1. Et demain, tu te lèves, par exemple, tu te dis, comme aujourd'hui, j'ai fait des gains de 500 euros avec des lots de 0,1. Bon, je vais peut-être prendre des lots de 0,2, 0,3 pour avoir 500 euros x 3, en se disant toujours que ton analyse sera pertinente. Et supposons que ton analyse est fausse et que tu perds du coup 1500 euros. Vous voyez qu'il y a un souci parce que hier, tu as gagné 500 euros, tu as perdu 1500. Du coup, tu te retrouves en négatif de moins 1000 euros. Puisque les 500 euros que tu as gagné au final, bon, avec ta perte d'aujourd'hui, ce n'est plus un bénéfice, tu es en perte au total. Donc, en fait, c'est ça, en fait, le problème. Or que si la personne avait pris le même lot qu'il a pris hier, il aurait perdu aussi 500 euros, on va dire. Donc, au final, il se retrouve avec 0 euros de perte ni de bénéfice. Donc, c'est ça qui est important, en fait. Il faut gérer son capital, prendre des risques mesurés, prendre des lots en fonction de son capital, du ratio profit et tout. Et tout ça, ça établir ça en fonction de son type de trading, de son capital, de ses attentes. En fait, ça, c'est vraiment une partie où on va vous enseigner les bases, comment gérer, comment apprendre à calculer les stops. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont apprises. Mais personnellement, vous avez un certain travail à faire aussi derrière pour personnaliser en fait ce qui vous sera appris. Parce que si on vous montre comment gérer un capital de 1000 euros, vous commencez avec 200 euros. Ce n'est pas la même manière, c'est le même principe, mais ce ne sera pas la même chose dans le détail des chiffres et tout. Donc, ça sera à vous de refaire les calculs, de savoir quel lot prendre, etc., etc. Et c'est très important. Il faut savoir évaluer les risques aussi, comprendre une position, tout ça. Donc, voilà, le money management, en tout cas pour ceux qui veulent être des traders rentables sur le long terme, je dis bien sur le long terme, c'est franchement une partie qui est nécessaire, il est nécessaire pour vous d'appréhender ça, de comprendre le fonctionnement, de travailler dessus. Et du coup, pour finir, on a en partie 6, la psychologie du trader, qui est également aussi une des notions les plus importantes. Parce que dans le trading, en fait, comme Serge le disait au début, en fonction du type de trading, vous choisissez un type de trading en fonction de votre personnalité. Et comme vous le savez, on est tous différents en fait. On ne gère pas de la même manière le stress et tout. Il y a certaines personnes en fait, quand ils sont en face d'un graphique et tout, quand ils prennent une position, même s'ils ont calculé les risques, ils sont sûrs à 80%, on va dire,
dès lors que le marché, en fait, va à l'encontre de leur position ou dès qu'il y a un petit souci, en fait, ils commencent à réfléchir, je vais tout dire avec leur tête, mais avec leurs sentiments, avec le cœur, si vous voulez. Parce que là, je perds de l'argent, là, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Du coup, en fait, il n'est plus, psychologiquement, il n'est plus dedans, en fait. Il n'est plus dans l'état d'esprit, en fait, qu'il doit avoir pour trader. Il est devenu, en fait, il va commencer à agir avec les sentiments. Du coup, il sera pas calme devant les graphiques, il sera agité, il n'aura pas de concentration. Pourtant, si tu ne peux pas être dans un état d'esprit sain, concentré, lui dire en fait vraiment patate, en fait, tu ne pourras pas être un bon trader. Donc, c'est ça, en fait, la psychologie du trader, en fait, apprendre à maîtriser ses émotions, rester calme, quelle que soit la situation. Ne pas être cupide, accepter ses pertes. Quand on a des pertes sur le marché, on a l'habitude de dire que les bons traders laissent couler leurs gains et coupent rapidement leurs pertes. Il ne faut pas se dire souvent, ouais, mon analyse est bonne, j'ai calculé, bon, c'est pas grave, ça va le faire, ça va descendre et revenir. Non, si à un certain moment, quand vous voyez que votre niveau de perte n'est pas tolérable, ou même que si vous avez mis un stop loss et que vous voyez qu'il y a des fortes impulsions, votre analyse est faussée, n'hésitez pas à couper votre trade en fait. Tout ça fait partie en fait de la psychologie. Il y en a qui, en voulant gagner plus, ils ont tout perdu finalement. Donc, franchement, sur le plan psychologique, il faut être prêt. Trader vraiment en respectant son plan de trading. Bannir les sentiments. Si vous sentez que vous commencez à être un peu trop crispé, pardon, que vous commencez à ne plus avoir confiance en vous, c'est mieux carrément de laisser tomber le trading là pour un certain moment. Je veux dire pour la journée. Et vous revenez dessus quand vous serez prêt mentalement, psychologiquement. Parce que ça ne sert à rien de venir sur un marché pour perdre son argent. Il y en a qui ils veulent trader en fait tout le temps, tout en oubliant qu'il y a des jours où il n'y a pas forcément d'opportunité. Il ne faut pas se trader pour trader. Je tiens aussi à vous dire que ne pas trader, c'est trader. Parce que ne pas trader, c'est trader dans le sens que s'il n'y a pas d'opportunité, tu ne trades pas. Donc, tu exposes moins ton capital, tu ne trades pas, donc tu es sûr de ne pas perdre. Donc, ça fait partie aussi du trading, tout ça, de savoir quand trader, quand ne pas trader. Et tout ça, en fait, au fur et à mesure que vous intervenez sur le marché financier, je pense que vous serez aguerri sur tous ces différents points qui ont été évoqués là. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation du programme de trading, de la formation de trading. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, on vous répond. Du coup, c'est bon, j'ai coupé mon partage d'écran. Donc, il y a des questions, on vous écoute, les amis. N'hésitez pas. S'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, autres, allez-y. Donc, Christian a levé la main. Oui, allô? Oui, Christian. On t'écoute, hein? Ok. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avoue que je n'ai pas compris grand-chose parce que moi, j'ai un niveau 0, mais 0 en plus. Et justement, vous avez dit que pour pouvoir comprendre justement pour les prochaines formations, il faudra qu'on essaie aussi d'aller fouiller de notre côté pour avoir les bases. Est-ce que vous avez des bases de données ou des ressources gratuites ou payantes que vous pouvez recommander pour qu'on puisse avoir au moins le vocabulaire basique? Bon, pour ce qui est du vocabulaire, déjà, effectivement, c'est vrai que en parlant de trading, si tu ne connais pas le vocabulaire dès le départ, ça va être compliqué. Donc, pour ce qui est du vocabulaire, je vais mettre, dès la fin, je vais mettre un fichier dans le Discord, dans la partie trading. Super. Je pense que j'avais déjà mis un fichier même sur le vocabulaire dessus. Je ne sais pas si vous avez checké, mais je vais le remettre. Ok, super, super. Ok. Moi, c'était ma question. D'accord. Merci. Du coup, il y a Christian qui a parlé, il y a Sani Adigou qui veut parler aussi. On t'écoute. Sani, il faut activer ton micro. Bonsoir, coach. Ah non, on peut nous appeler coach. Non. Comment tu vas? Oui, ça va chez vous. Ça va, Dieu merci. Ok. Ma question, c'était concernant le bloc de contrat. Voilà. Essentiellement, concernant quand on est sur le graphique, Oui. on voit des mouvements d'impulsion agressive aussi. Voilà. On sait que c'est un bloc de contrat, mais maintenant, comment le cerner pour le comprendre? Bon, je ne sais pas si on aura l'occasion d'avoir à la prochaine formation plus de détails sur ça, ou bien si vous allez nous donner quelque chose de simple
une définition simple pour qu'on puisse cerner ça. Bon, d'accord. Bon, par rapport au bloc de contrat, en fait, c'est comme on disait, ce qu'on vient de dire là, en fait, c'est un plan qu'on va suivre de A à Z, en fait. Donc, on va commencer par la partie 1 jusqu'à la partie psychologie du trader. Donc, ça va être au fur et à mesure. Donc, il va falloir déjà suivre tout ce qui a été fait pour aller sur ce qui est fait devant. Donc, je pense que par rapport au bloc de contrat, lorsqu'on va arriver sur cette partie-là, dans la formation, tu auras de plus en plus d'informations dessus. On ne va pas sauter déjà aujourd'hui parler de ça directement en fond, parce qu'il y en a déjà qui ne vont pas comprendre et tout. On préfère aller pas à pas. Au fur et à mesure qu'on avancera en fait dans la formation, je pense que les différents points seront de plus en plus clairs pour tout un chacun. Ok, merci. Un peu pour rebondir sur ce que Steven vient de dire, ça veut dire qu'il est assez important en fait de pouvoir suivre en fait toutes les séances qui viendront après. Parce que si vous ratez une séance, en fait, vous serez décalé par rapport aux autres en fait. Parce qu'on aura beaucoup de choses à dire et chaque chose en fait sera importante pour la séance qui va suivre. Il y a Désiré qui veut poser une question aussi. Désiré, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation qui a pris vraiment, j'allais dire, toutes les grandes parties en fait, de ce qu'on doit savoir pour commencer à faire le trading. Alors, ma question du côté du choix de broker. Alors, est-ce que, quelles sont les caractéristiques qu'on doit en fait s'atteler pour le choix? Et aussi, quels sont les brokers en fait, qui sont sur le marché actuellement que vous pouviez recommander aux gens? Ça, c'est une première partie de ma question. Okay. Alors, la deuxième question, c'est tous les applis qu'on utilise en fait pour faire le trading. Il y a le MT4, le MT5, il y a les eToro. Est-ce que vous avez en fait une que vous pouviez aussi, que vous pensez qu'elle est en fait, j'allais dire, pas l'idéal, mais la meilleure quand même pour suggérer en fait aux participants? Ok. Steven, tu veux répondre? Non, vas-y, je prends la première partie, je répondrai à la deuxième partie. Tu vas répondre à la deuxième partie, ok. Oui. La première partie, en fait, déjà, c'était savoir quelles sont les caractéristiques, en fait, pour choisir un bon broker. C'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Donc, déjà, en fait, pour choisir un bon broker, il faut que le broker soit régulé. Donc, on a une autorité, l'AMF, qui répertorie tous les bons brokers et les brokers qui sont les licences. Donc, déjà, il faut savoir si votre broker est répertorié ou pas. En dehors de ça, il y a une information, en fait, à savoir sur le broker qui n'est pas aussi importante que ça. Il y a des brokers qui passent par des banques intermédiaires et il y a des brokers qui passent pas par des banques intermédiaires. En fonction de ça, en fait, on peut savoir quel broker, en fait, est plus sûr, en fait, sérieux que l'autre. Voilà. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, lorsque vous allez sur le site de l'AMF, en fait, vous allez voir tous les brokers qui sont répertoriés, vous allez voir ceux qui sont très bons, ceux qui sont pas bons. En dehors de ça, maintenant, ce qui sera important, c'est quoi? C'est avoir, par exemple, lorsque vous voulez trader, vous voulez passer par quel moyen de dépôt? Ça, c'est une question à se poser. Vous voulez passer par quel moyen de retrait? Ça, c'est une question à se poser. Donc, à partir de ça, déjà, il faut savoir quel broker vous allez choisir. Si vous voulez utiliser, par exemple, disons, un portefeuille électronique Neteller, il faut choisir un broker qui accepte Neteller. Sinon, ça ne va pas vous servir. Après l'histoire de portefeuille, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens en fait, qui ont commencé chez des brokers et après, ils n'ont pas pu en fait, retirer leur argent parce qu'ils n'ont pas su en fait, utiliser la bonne méthode de dépôt. En fait. Donc, il y a beaucoup d'informations en fait, autour du broker à savoir avant de pouvoir intégrer tel broker ou tel broker. Je vais vous prendre l'exemple de certains brokers qui vont vous permettre en fait, de faire vos inscriptions, de commencer à trader même sans avoir même, comment dire ça, vérifier votre compte téléchargé. Exactement. Et après, maintenant, lorsque vous allez vouloir faire vos retraits, vous allez voir que c'est là qu'ils vont vous demander des vérifications. Là, ce n'est pas intéressant. Il faut que dès le départ, en fait, le broker vous demande en fait, toutes les vérifications nécessaires. Après ça, vous savez comment faire votre dépôt, vous faites votre dépôt et ça sera plus simple pour vous de faire le retrait après. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond à la question. Et du coup, laquelle vous suggérez? Lequel je coupe pas, Serge, mais c'est pour ne pas oublier en fait. Par rapport à ce qu'il vient de dire pour les bloqueurs, là, c'est très important. Et quand tu demandes lequel on suggère, moi en tout cas, ce que je te dis par rapport au. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un engouement qui est là par rapport à un indice qu'on appelle Volatility 75, qu'on appelle Boom Crash Index, des indices synthétiques.
par rapport à, pour trader en fait ces différents actifs-là, il faut forcément ouvrir un compte sur le broker Binary. Mais il y a un souci, comme Serge le disait, par rapport à connaître les caractéristiques du broker. Chez Binary, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend chez Binary, on ne va pas te demander tout ce qu'on va te demander en fait, c'est un document d'identité, passeport ou autre, un truc comme ça. On ne te demandera pas de document pour valider ton adresse. Donc, il n'y a pas de souci. Tu peux faire un dépôt à carte de crédit, il y a beaucoup de moyens qui sont acceptés. Mais où ça va devenir problématique avec Binary, c'est si tu commences à gagner de grosses sommes. Quand tu gagnes de grosses sommes, bon, tu gagnes 500 €, tu peux essayer, il n'y a pas de souci, 300, mais dès que ça commence à être dans les 1000, 2000, 3000, pour certaines personnes, ils commencent à demander maintenant de vérifier l'adresse. Et ça peut s'avérer problématique si tu n'as pas de quoi vérifier, ton argent va rester bloqué là-bas. Et ce qui veut dire que vraiment, si tu n'as pas de quoi vérifier ça, ils vont garder l'argent et toi, tu es au final en perte parce que tu as tradé et tu n'auras pas accès à tes fonds. Donc, c'est très important de prendre ça. Alors, maintenant, pour tous ceux qui veulent trader Forex et le Forex et autres, bon, je pense que Serge sera plus à même de vous guider sur un broker peut-être qui peut vous recommander potentiellement. D'accord. Ok, donc parlant en fait de broker, en fait, ça veut dire, comme je le disais, il y a plusieurs caractéristiques à prendre en compte. Donc, ça va dépendre en fait de chaque personne aussi. Par exemple, si vous voulez trader que le Forex, il y a des brokers en fait qui font beaucoup de Forex. Mais si vous voulez trader par exemple les actions, les indices, il faudra se retourner vers d'autres brokers. Je prends l'exemple de AvaTrade. Avec AvaTrade, vous pouvez trader les indices en fait avec de petites sommes. Mais à d'autres brokers, lorsque vous voulez en fait trader les indices, il faut forcément des lots de 1. Donc, il faut aller dans les comptes de 1000 $ minimum. Vous voyez? Donc, en fonction de toutes ces informations, en fait, il faut savoir vers quel broker je vais me diriger. Il y a des brokers qui ne proposent que le Forex, il y a des brokers qui proposent le Forex, les matières premières, les indices, et ainsi de suite. En fait, chaque broker a sa particularité. Ça va dépendre beaucoup. Ce qui est sûr, comme on a un groupe en fait pour ça, on va partager en fait des liens de certains brokers pour ceux qui voudront, ils pourront s'inscrire en fait et on va donner en fait les caractéristiques de chaque broker et vous aurez en fait une panoplie pour pouvoir faire votre choix. D'accord. Et du coup, pardon, je te reviens par rapport à le deuxième point de ta question. Tu peux me rappeler? La dernière question. Hein? Ok. Allô? Il demande si tu peux revenir sur la question. Ah, ok. La dernière question, c'était par rapport en fait aux applications qu'on utilise pour le trading. Plus il y a le MetaCap, le Meta5, il y a eToro et Sponsor. Est-ce qu'il y a une que vous pensez qu'elle peut être en fait mieux que les quand même appropriée? Donc, pour revenir à ça, en fait, il faut savoir que, en fait, il y a beaucoup de brokers, en fait, qui ont leur propre plateforme. Qui ont leur propre plateforme. La majorité, en fait, ils ont leur propre plateforme. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, si tu pars, par exemple, sur AvaTrade, tu pars sur AvaTrade, tu peux créer un compte sur AvaTrade, et puis ils ont leur propre plateforme AvaTrade. Mais pour ce qui se passe, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont plus habitués à trader avec ce qu'on appelle MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Si vous voulez, en fait, la compagnie MetaTrader 4 et MetaTrader 5, ça appartient à MetaCode. Et MetaCode, en fait, eux, ils ont leur plateforme. En fait, c'est un broker aussi. Eux, ils permettent d'ouvrir des comptes, mais ils mettent à disposition, en fait, des particuliers et autres, une plateforme en fait, sur laquelle tu peux ouvrir ton compte ailleurs et venir te connecter sur leur plateforme. Donc, c'est quoi concrètement? Tu peux aller ouvrir ton compte sur AvaTrade et puis aller connecter ça sur la plateforme MetaTrader. Et pourquoi les gens font ça aujourd'hui? Parce que, en fait, MetaTrader, en fait, c'est vraiment une plateforme qui est plus simplifiée et facile d'utilisation, c'est intuitif. C'est plus reconnu. Voilà, donc, quel que soit le choix du bloqueur que vous ferez après, en tout cas, c'est intéressant aussi si vous choisissez un bloqueur qui vous permet en fait de pouvoir aller vous connecter sur MetaTrader. Parce que moi, je trouve que franchement, en termes d'analyse, de prise en main et tout, c'est vraiment une plateforme qui est facile en fait, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes avec tellement de touches, tellement de boutons, tellement de paramètres, de possibilités que finalement, il y a beaucoup qui se perdent au début. Mais avec MetaTrader 4, on va dire que c'est plus simple en fait. C'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui sont là-bas. Donc, par rapport aux brokers recommandés, bon, moi je ne saurais pas quoi trop te dire. Pardon, au niveau de la plateforme, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu as MetaTrader 4, un broker qui te permet de construire ton compte sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, c'est bien. Parce que je pense que c'est des plateformes qui sont plus faciles à utiliser. Même sur téléphone, tu as l'application sur téléphone, sur ordinateur, tablette, en fait. Donc, franchement, c'est simple. Maintenant, excusez-moi, je voulais revenir un peu sur la question que j'ai posée au début par rapport à Trust Wallet. Là.
Je voudrais savoir en fait si vous pouvez me dire un peu ce que c'est. Et aussi, si vous pourriez me parler un peu de Coinbase. Trust Wallet. Coinbase. Qui a parlé de... Bon, peut-être c'est Serge, moi, je n'étais pas là peut-être en ce moment. Non, oui, c'est toi avec moi. OK. Donc, comme je le disais, en fait, Trust Wallet, c'est un portefeuille, en fait, il est surtout utilisé pour le holding en matière de crypto-monnaie. Le holding, c'est simplement, en fait, acheter une crypto, la stocker et puis attendre qu'elle prenne de la valeur pour pouvoir l'échanger. Maintenant, au niveau de la plateforme Trust Wallet, tu peux acheter une crypto directement, sauf que là-bas, le minimum est de $50. Donc, tu ne peux pas payer $10 d'une crypto ou moins de... voilà. Tu ne peux pas payer moins de $50. Voilà. Maintenant, lorsque tu as une crypto, en fait, tu peux échanger une crypto pour prendre une autre crypto. Ça, c'est possible. Par exemple, j'ai des Ethereum, je vais les échanger pour prendre des Bitcoin. Ça, c'est une faisabilité. Mais maintenant, il y a des cryptos qui ne sont pas échangeables pour d'autres cryptos. En plus de ça, il y a la partie exchange au niveau de Trust Wallet, en fait, qui va nous permettre, en fait, d'échanger certaines cryptos, en fait. C'est comme si on faisait du trading, en fait, parce que les cryptos sont souvent cotés en deux. Par exemple, on aura Ethereum USD, on peut avoir BTC et Ethereum, en fait. Voilà. Donc, en fonction de la cotation qui sera possible, en fait, sur Trust Wallet, en fait, tu pourras faire, en fait, comment on appelle ça, disons, la conversion. Maintenant, une fois que tu veux retirer de l'argent, en fait, de ton Trust Wallet, tu as deux méthodes. Soit déjà, tu peux envoyer tes cryptos sur Coinbase. Et à partir de Coinbase, maintenant, tu vas faire une conversion. Donc, tu peux faire transférer directement sur ton compte bancaire, sur une carte, ou etc. Sinon, directement sur Trust Wallet, tu ne pourras pas. À défaut, tu peux contacter un acheteur, en fait, parce qu'il y a des vendeurs et des acheteurs de crypto. Tu lui fais seulement le transfert de tes cryptos et il va t'envoyer l'argent. Mais souvent, lui, il a son frais. Il a ses frais plutôt, je vais dire. Donc, peut-être il va te dire que moi, je prends $1 à 525 ou $1 à 550 par rapport au cours du dollar, en fait. Voilà. Voilà. Donc, tu peux passer par Coinbase, comme tu l'as dit, comme tu connais déjà Coinbase, ou tu passes par un acheteur, en fait. C'est les deux options que je vois. Maintenant, Coinbase, c'est à peu près la même chose que Trust Wallet. C'est un portefeuille, en fait, pour les cryptos qui te permet, en fait, d'acheter aussi les cryptos de manière simple. Mais Coinbase, il est un peu plus complet, en fait. Il est un peu plus complet. Parce que, comme je l'ai dit, Trust Wallet, c'est surtout, en fait, pour le stockage. Et Coinbase, là, on peut faire tout, en fait. On peut faire le holding, on peut faire les achats, on peut presque échanger. Il y a plus d'opportunités, en fait, sur Coinbase que sur Trust Wallet. D'accord, OK. Merci beaucoup. Oui, je t'en prie. C'est bon, autre question? Une question? Autre question, personne? Oui, question. Oui? Alors, et je veux revenir en fait au niveau des achats et des ventes. Est-ce que le fait de vendre ou d'acheter suppose que j'ai clôturé en fait ma position? Je prends l'exemple, en fait, je prends une position en fait à la baisse et que j'attends en fait à ce que ça soit à un moment donné en fait, que je vends. Je vends. Est-ce que le fait de vendre en fait les actifs suppose que j'ai fermé ma position? En fait, ça, c'est une bonne question parce que il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. En fait, quand ils entendent parler de trading, on dit on vend, on achète. Ils pensent que lorsqu'ils vendent, après, pour clôturer, il faut acheter. En fait, ce n'est pas ça. Même si tu vends un actif, si tu l'achètes après, même sans avoir clôturé ta vente, en fait, c'est 2 heures. Si tu achètes maintenant et que après tu vends, c'est 2 heures. Tu as fait un achat, après tu as fait une vente. Tu n'as pas clôturé ton ordre. Si tu fais un achat et que tu veux le clôturer, il faut que tu le clôtures tout simplement. En fait, ce n'est pas le fait de dire quand je vends, j'achète. Après, quand j'achète, je vends en fait. Chaque fois que tu vends ou que tu achètes, c'est un ordre différent que tu passes. Parce que, je prends un exemple. Si tu dis par exemple le prix à 100, on va dire 100. Tu te dis que ça va monter. Donc, toi, à 100, tu ouvres une position d'achat. Parce que tu te dis que ça va monter. Arrive à 105. Ça veut dire que tu as eu plus 5 dessus. On est d'accord? Oui. Si à 105, tu vas, tu n'as pas fermé ta position. À 105, ce que tu as fait, tu as ouvert une autre position de vente. C'est-à-dire qu'à partir de 105, si ça arrive à 100, ça revient à 100 en fait. Ce qui se passe, c'est que tu gagnes encore plus 5. Mais ta position que tu avais ouverte d'achat est toujours active tant que tu ne la fermes pas en fait. Donc, ne confondez pas. Parce que tu achètes et après tu vends que tu as clôturé ta position. Non, à chaque fois que tu achètes ou que tu vends, c'est un ordre distinct que tu es en train de passer en fait. Si tu veux clôturer une vente ou un achat, tu le clôtures manuellement ou soit avec les stop loss et take profit, ça va se faire automatiquement. Donc voilà,
faites bien une certaine nuance entre les deux. Quand tu achètes, c'est un ordre différent. Quand tu vends aussi, c'est un ordre que tu passes. Pas parce que tu as vendu que tu as acheté que tu as pris ton ordre. Donc, c'est ça un peu. Oui, Steven, je vais essayer de Vous ferez de matérialiser. l'application? Vous dites? Vous ferez de l'application? C'est ça, c'est ça que Serge veut essayer de Ouais, faire, en fait, pour que tu comprennes, en fait, je un vais peu mieux. illustrer ça un peu pour qu'on comprenne. Là, c'est un tableau blanc. Je vais juste dessiner en fait à la main. Donc, vous voyez, imaginons en fait qu'on a un marché en fait qui décolle à ce niveau. Donc, on a un petit pullback. Nous, on rentre en position ici. Je vais mettre ça en rouge. Donc, en rouge, c'est où on est rentré en position. On veut rentrer en une position en achat. Donc, le marché, il décale fortement à la hausse. Donc, imaginons à partir de là, nous sommes à $50 de gain. Et le marché fait un pullback. Vous voyez? Et il remonte encore. Maintenant, arrivé ici, supposons que nous, on a décidé de trouver on voit que le marché va faire un second pullback et on rentre en position de vente à ce niveau. À ce niveau. Voilà. Mais tant que nous n'avons pas clôturé notre position qui avait commencé là, elle est toujours là. La position de vente ne va déranger aucunement en fait cette position. Donc, on peut prendre des ventes et des achats au même moment. Maintenant, cette position qui a commencé là, elle chute, elle arrive là. Imaginons nous sommes à $20 et on coupe nos $20 en fait. Donc, c'est uniquement cette position qu'on a coupée. Mais cette position qui avait commencé depuis là, elle est toujours là. Oui. Elle est toujours là. Oui. Et le marché va redécaler en fait vers la hausse. Peut-être nous, on avait placé notre limite ici à $100 et c'est là maintenant on va sortir. Parce que comme il a dit, c'est où nous avons placé nos limites. Donc, le take profit, TP et nos stop loss, c'est arrivé à ce moment en fait que le marché en fait, va sortir de manière automatique. Mais si notre take profit était à $100, ça arrive à $100 que la position va se clôturer. Donc, que nous prenons une position de sell ou pas, ça ne va rien déranger en fait. Voilà. La position de sell aussi arrive à son truc, elle va sortir automatiquement. En dehors de ça, on peut couper notre position de manière manuelle. Là, ça ne dépend que de nous. Ça veut dire lorsque le marché est à ce niveau, nous pouvons décider nous-mêmes de clôturer la position. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond très bien. Ça répond très bien à la question. Mais en cas d'absence de stop loss, est-ce que pour la clôture manuelle, c'est sur quel truc on doit peut-être pour activer? C'est sur... Vas-y. Non, je n'ai pas compris la question. En fait, il demande en fait si tu ne mets pas de stop loss ou take profit. À quel moment, comment tu fais pour clôturer ta position en fait? Avec quel bouton, quel truc? Puis avec, supposons Meta 4. Comment lorsque... tu fais la clôture? C'est avec quelle commande en fait? Steven, vous avez quel genre de téléphone? Un Android? Moi? Oui. J'utilise un ordinateur. Ok, ça tombe bien. Je vais vous partager mon écran si vous voulez. Et puis vous montrer comment fermer en fait. Je vais ouvrir sur mon compte démo une position hasard là. Et je vous montre comment on la ferme. Je fais ça tout de suite. C'est une bonne nouvelle ça. C'est juste le temps d'ouvrir l'application. Attends juste. Steven, c'est bon? Non, attends, vous inquiétez pas, c'est bon, attends, je me connecte juste là, attends. Bon, et comment on appelle ça? Et Lionel, Serge, continue à prendre des questions. J'ai juste un là, il faut que je me reconnecte en fait, j'étais déconnecté. Donc dès que je finis de faire ça, je vais partager mon écran. Donc s'il y a d'autres questions, c'est pas mieux toi me laisser le faire en même temps. Donc vas-y, si tu peux le faire, fais-le directement. Parce que moi, il faut que je me reconnecte. Donc vas-y, toi fais-le directement, là c'est mieux. Ok, j'arrive. Donc c'est bon, vous voyez mon écran?
C'est bon pour l'écran? Oui. Ici, Ok, pas de souci. Donc, vous allez voir, en fait, en dessous ici, j'ai 3 positions ouais. qui sont en cours actuellement. J'ai juste une petite croix là. Je clique sur la petite croix et la position elle est clôturée. Donc, si je viens à historique, vous allez voir la dernière position clôturée, là, voilà. Donc, juste à la partie trade, lorsque vous voyez une position, vous avez une petite croix, cliquez dessus, ça clôture seulement. À défaut, vous pouvez faire, un clic droit, fermer la position et la position se ferme. C'est tout. D'accord, d'accord, d'accord. Wow. Donc, c'est bon? Ouais, c'est bon. Merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Autre question? Autre question? Bon, mais je pense que par rapport à ça, il serait bien sûr. Je pense on va essayer de peut-être essayer d'introduire dans la formation une séance où on va genre, se connecter et puis apprendre à faire la prise en main de l'application MetaTrader. Pour permettre à tout un chacun de savoir exactement à quoi sert peut-être chaque bouton. Et c'est pour que ça soit plus simple quoi, pour chacun. Je pense que ce serait mieux. Ce serait une bonne idée de faire ça. Là, vous pourrez tous apprendre à maîtriser ça. Pas de souci. Donc, les questions sont les bienvenues, hein, toujours. On est là, on vous écoute. Ok, il y a Katia qui nous a envoyé un message dans le chat. Elle aimerait avoir, demande si c'est possible d'avoir le PowerPoint à la fin de la formation. Donc, de toute façon, c'est juste le planning, le programme, pas de souci. Ça sera mis à votre disposition dans le Discord à la fin pour ceux qui sont dans le Discord, dans le canal Trading. Si jamais il y en a qui ne sont pas encore dans le Discord, n'hésitez pas. Venez nous rejoindre sur le lien. Là, vous aurez accès à tout. S'il vous plaît, il y a un écho là. Il y a quelqu'un qui a activé son micro, un truc comme ça, il y a un écho. Ok, c'est bon. Christian. C'est bon, Steven. Ok. Christian, tu as encore une question? Non, je pense que j'avais oublié de baisser la main. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci, Katia. À la fin, ça sera mis dans le Discord, dans le channel Trading. Tu pourras voir ça là-bas. Ok, je pense que c'est bon pour tout le monde. Hein. Apparemment, oui, il n'y a plus de questions. Ok. Donc, il n'y a plus de questions là, rien? Personne? Bonsoir à tous. Allô? Bonsoir. C'est Ghislain. Super présentation, Serge et Steven. C'est juste pour vous remercier. Et puis, on a hâte de commencer. Merci, Ghislain. Invitez vos amis. Allô? C'est Gloriane, ça. Non? Les gars. Oui. Ouais, j'aurais une petite question encore là, supplémentaire par rapport à une autre appli qui est Kraken. Qui est? Kraken. K-R-A-K-E-N. Kraken. Oui. C'est la première fois que j'entends ça. Ah, ok. Bon, moi, franchement, moi non plus, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Je viens de voir ça. Kraken. C'est toujours pour les cryptos. Ouais, c'est pour la crypto. Je voulais savoir en fait comment ça fonctionnait, mais vu que vous ne connaissez pas, donc du coup, je ne pense pas que vous pourriez. Non. Bon, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Bon, ok. Je pense qu'on va ajouter des trucs, des spécialistes en crypto en fait dans le groupe pour les prochaines présentations. Comme je vois que ça intéresse beaucoup de personnes, on va essayer de faire ça. Voilà. Sinon, les cryptos, c'est une autre tasse de thé. En fait, on peut si c'est le simple de le trader ou de faire des analyses et tout, ça c'est toujours du même domaine que le trading, l'analyse technique. Mais vraiment, si c'est pour acheter, comme ce que je ne sais pas comment on appelle le terme, attendre que ça prenne de la valeur, échanger, faire toutes ces transactions-là, il faut vraiment s'y connaître en crypto, quoi. C'est pas un truc. Il faut vraiment s'y connaître, quoi, pour vraiment être rentable. Parce que
c'est très volatile, les crypto-monnaies là. Pas du tout. Mais bon, c'est comme il a dit, on va essayer de trouver une personne qui est vraiment spécialisée en crypto-monnaie qui pourrait vous aiguiller dans ce domaine-là. Ok. Bon, Serge, apparemment, Oui. on n'a plus de questions. Oui, c'est bon. Il y avait une question dans le chat là où il demandait comment adhérer au groupe de trading. Donc, je ne sais pas si tu es déjà dans le groupe Discord. Si tu n'es pas dans le groupe Discord, il faut essayer d'intégrer le groupe. Tu verras, il y a une section trading. Tu intègres cette partie-là. À partir de là, on fait en fait tout ce qui va concerner la formation en trading. C'est bon? Je veux juste... Oh, est-ce que je pourrais le faire? Attends. Axel. Ou Glorian, je ne sais pas qui peut. Glorian, si tu peux, est-ce que tu peux coller en fait le lien du Discord là dans le chat? Là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas déjà dessus pourront cliquer et puis rejoindre avant qu'on le coupe. Ça marche. Ok. Oui, tu sais que... c'est bon, je l'ai. Ok. Le chat. Voilà le lien. Téléchargez l'application et ça se fait. Voici. Ok. Invitez vos amis, ne pas écouter. Donc voilà, donc tous ceux qui ne sont pas dessus dans le chat et tout, on a mis le lien. Donc n'hésitez pas, hein, c'est une application, c'est simple d'utilisation. Hein. De toute façon, on avait fait une vidéo sur l'utilisation. Si jamais vous avez des soucis, on pourra vous la remettre à disposition. Mais sinon, il y a du tout là-bas. Il y a plusieurs channels trading, agriculture, e-commerce, élevage. Vraiment, on s'intéresse à tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un encore qui lève la main, je pense. Je pense qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Ok. Monsieur Ouedrago. C'est ça? Vous pouvez activer votre micro? Oui, allô? Oui. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Par rapport à votre présentation là. Voilà, je voulais répondre un peu à la question. Il y a un frère qui a demandé concernant Kraken là. Ok. Oui, voilà, en fait, c'est une plateforme de crypto-monnaie. C'est partie des plus grandes au même titre que Binance. C'est une plateforme qui permet l'échange de crypto. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Maintenant, je ne sais pas en fait si vous et Binance, c'est une autre en fait un site d'exchange de crypto-monnaie qui fait partie des plus grandes. Voilà, au même titre que Kraken. Mais maintenant, de Coinbase, eux, en fait, ils permettent en même temps, ils n'ont pas de blockchain, c'est juste en fait, et comment on appelle ça, ils permettent juste d'acheter et puis de vendre sur le site. Allô? Oui, on vous écoute toujours. Voilà, donc c'est un peu ça, bon, c'est les informations que j'ai concernant Kraken. Voilà, parce que c'est pas ce que j'utilise personnellement, mais je vois ça des fois, en fait, dans les recherches là. Voilà. C'est juste en fait pour acheter et puis vendre les crypto-monnaies sur le site. Merci beaucoup pour votre partage. Voilà. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est quelle application que toi tu utilises plus pour la crypto là? Ok, voilà. Concernant la crypto, moi j'utilise la plateforme Binance. Ok, Binance, ok. Voilà, Binance, voilà, c'est Binance que j'utilise. Et donc, avec Binance, j'envoie en fait à partir de, comment on appelle ça, des vendeurs de crypto-monnaies ici. Là, je fais recharger mon compte sur Binance, voilà, à partir de nos vendeurs ici. Et maintenant, en fonction de ça, maintenant, j'achète les différentes crypto-monnaies là pour spéculer sur ça. D'accord. Donc, sur Binance, on peut tout faire en fait. On peut spéculer, en même temps, on peut retirer. Allô? Allô?
Allô? Oh, moi, on t'entend. D'accord. Là, c'est bon maintenant? Ouais, c'est bon là. Ok. Donc, on va se dire bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Ceux qui veulent sortir aux encore, bonne présentateurs. nuit.